Ben, merci à tous d'être venus. Alors on a de la chance, contrairement à ce qu'avait demandé le chef de l'opposition municipale, la conférence n'a pas été interdite par le préfet. Donc je vais pouvoir vous la présenter. Donc je commence à dire que, bien sûr, je ne suis pas antisémite. D'ailleurs, pour la question qui nous concerne, je rappelle que les populations palestiniennes les Palestiniens sont ceux qui sont finalement sur leur terre depuis des siècles et des millénaires, contrairement à l'essentiel des colons israéliens qui, eux, sont originaires des ghettos d'Europe centrale. Donc il y a beaucoup plus de chances que les Palestiniens soient d'origine sémite, soient en fait des sémites, puisque les sémites c'est les Levantins, en fait c'est des gens qui sont originaires de cette région-là, que finalement les colons israéliens qui taxent leurs opposants d'antisémites, mais qui en fait au niveau ethnique et historique ne sont pas vraiment des sémites. En tout cas, pour le moins ils se sont métissés avec des populations d'Europe centrale, quoi. Donc ceci est dit pour commencer. Alors les récents événements en Palestine occupée, c'est-à-dire la révolte du Hamas et l'attaque d'une violence inouïe sur Gaza par Tsahal, mais aussi les répercussions considérables qu'a ce conflit dans la politique intérieure française, du fait d'une part du pouvoir écrasant de la coterie sioniste dans les différents secteurs d'élite français, et d'autre part de la présence massive d'immigrés musulmans solidaires de la cause palestinienne, en font un sujet de premier ordre qui pourrait changer la face du monde. L'entité sioniste, ou l'État d'Israël, entre guillemets pour ses partisans, est né en 1948 par la guerre et le soutien de gouvernements lointains, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie soviétique et puis des gouvernements européens, et contre l'intérêt et le consentement de ses voisins, c'est-à-dire des pays de la région. Depuis, il n'a cessé d'être facteur de troubles dans la région, de par l'occupation illégitime de la terre des Palestiniens et de par les crimes commis par Israël contre ses voisins. Le soutien de la France, en tout cas du gouvernement légal et d'autres pays occidentaux, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, entre autres, leur soutien à l'entité sioniste est largement à l'origine de l'image détestable de ces gouvernements dans le reste du monde. Lors des récents événements, l'alignement ahurissant des gouvernements et des médias occidentaux, et pour ce qui nous intéresse français, sur la propagande israélienne, a pris des proportions jamais vues encore. Pour une fois, c'est l'extrême gauche antisioniste, qu'on laissait relativement tranquille jusqu'à présent, malgré des diatribes menées par Golnadel ou Finkielkraut. C'est l'extrême gauche qui est aujourd'hui dans le viseur pour antisémitisme et pour apologie du terrorisme. Rien que ça. Vu l'implication d'Israël dans la politique française depuis sa création, il m'a paru intéressant de réaliser ce travail, résumant l'histoire du sionisme et de la colonisation de la Palestine. Donc on va commencer par une petite parenthèse sur l'histoire beaucoup plus ancienne. En fait, la Palestine, d'après la Bible, c'est la terre que Dieu a donnée à Abraham et à sa descendance. C'est pour ça qu'il la revendique. Mais c'est aussi la terre sainte des chrétiens. Alors le mot Palestine vient des Philistins qui l'avaient occupé pendant un certain temps. Il y a eu aussi des migrations arabes et berbères. Mais finalement les sémites, c'est-à-dire les populations locales, autochtones, sont restées implantées. Et c'est eux finalement qui sont, comme je le disais en introduction, les sémites au sens propre du terme, quoi. Alors maintenant, concernant, donc je vais partager mon exposé en 3 parties. On va commencer par la naissance du projet sioniste. Ensuite, on parlera de l'indépendance d'Israël et des premières années de l'entité sioniste. Et puis, on terminera par les guerres successives menées par Israël contre ses voisins. Alors, la naissance de l'entité sioniste. Donc le projet sioniste est né à la fin du XIXe siècle dans les milieux juifs d'Europe. À l'origine de ce projet,
il y a l'évolution de la question juive en Europe avec l'industrialisation de l'Europe occidentale, principalement la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas qui étaient les pays les plus tôt industrialisés, et puis aussi les États-Unis bien sûr, où les juifs ashkénazes provenant d'Europe centrale et orientale étaient de plus en plus nombreux. Avec l'essor du capitalisme industriel et le début du capitalisme financier, les juifs se désenclavent, sortent de leur ghetto. Par ailleurs, cette même révolution industrielle fait évoluer la question sociale en un antagonisme entre les capitalistes et le prolétariat. Le marxisme, qui est une idéologie matérialiste, mondialiste, abstraite, destructrice des structures sociales et des identités, et messianique dans un sens, et dans l'interprétation d'un certain nombre d'idéologues marxistes comme Trotsky par exemple, rencontre beaucoup de succès auprès des juifs entre guillemets de gauche, c'est-à-dire des intellectuels, des agitateurs, et puis aussi de prolétaires juifs. L'antisémitisme, l'anti-judaïsme, largement renforcé par le repli communautaire et par l'agressivité vis-à-vis des peuples, des États, de l'armée et de l'Église de la part d'un certain nombre de juifs influents. Et puis la montée du marxisme, d'autre part, conduisent certains juifs influents, plutôt identitaires entre guillemets et conservateurs d'eux-mêmes, pas des nations dans lesquelles ils sont installés, mais de leur propre identité, vont reprendre et théoriser le vieux projet de retour en terre promise, bien qu'ils soient condamnés à l'exil depuis la destruction du second temple de Jérusalem. D'ailleurs, pour les chrétiens dont je suis, en fait, ils ont été condamnés à l'exil par Dieu lui-même, puisque Jésus va dire dans les évangiles que le temple sera détruit et qu'ils vont être condamnés à l'errance, quoi. Et ils sont condamnés d'ailleurs par eux-mêmes, puisque au moment de la passion du Christ, quand ils ont décidé de faire crucifier notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça veut bien dire que ils vont être le sacrifice du Christ, la passion du Christ va entraîner une sorte de malédiction sur eux qui va les pousser à l'exil. Alors, quand on les définit, les juifs au sens chrétien du terme, il ne s'agit pas de racisme comme on peut l'entendre, puisque au moment de la venue du Christ, finalement, il y a des juifs qui l'ont fait condamner, qui étaient majoritaires, mais il y a aussi les premiers disciples de Jésus, c'était aussi des juifs. Donc en fait, pour nous, ceux qui se décident de se convertir, peu importe qu'ils soient d'origine juive, quoi. Ce qui compte, c'est leur sentiment d'appartenance et la politique qu'ils vont mener, et la manière dont ils vont se comporter, quoi. Bon. Allez, enchaîne. Deux problématiques vont se mêler à ce moment-là, au moment de la naissance du projet sioniste. Une qu'on pourrait qualifier de nationaliste, entre guillemets. Alors je dis bien entre guillemets, car on peut se demander si les Juifs forment une nation. Alors si on entend le terme nation par un groupe constitué avec un sentiment d'appartenance préférentiel et même souvent exclusif, on peut considérer que c'est une nation. Mais une nation est généralement associée à une patrie, à une terre. Or, les Juifs, comme je l'ai dit, sont nomades et donc internationalistes. Alors, cet élément nationaliste, entre guillemets, ce sera la préoccupation, par exemple, de Theodor Herzl, le théoricien du sionisme, qui était athée. Donc lui, c'était pas avant tout une préoccupation religieuse, mais plutôt une préoccupation identitaire. Il y a une autre problématique qui, elle, est d'ordre religieux. C'est le vieux projet messianique de reconquête de la Terre Sainte. Eretz Israël, comme il l'appelle, du Nil à l'Euphrate, selon la promesse qui a été faite par Yahvé à Abraham. Je vais vous montrer une carte qui montre jusqu'où s'étend Eretz Israël, donc le projet conquête sioniste
qui est encore aujourd'hui réclamé par de nombreux rabbins et par beaucoup de sionistes. Donc seulement ça s'étend de ce qui est aujourd'hui Israël, plus le Gaza et la Cisjordanie, mais il y a aussi le mont Sinaï, tout l'est de l'Égypte en fait. Et puis ça va monter effectivement jusqu'à la Syrie et jusqu'en fait à l'Euphrate. Donc en fait, quand à chaque fois il propose finalement de repousser les Palestiniens comme ils l'ont fait à Gaza, comme maintenant ils veulent expulser les Gazaouis du nord vers le sud. On sait très bien que la prochaine étape c'est de les envoyer dans le Sinaï, mais que même le Sinaï il le revendique. Donc en fait il s'agit de les repousser petit à petit pour étendre leur Israël indéfiniment, quoi. Est-ce que tout le monde a vu la carte? C'est bon? Alors, dès le départ du projet sioniste, plusieurs terres sont envisagées. La Patagonie, au sud de l'Amérique du Sud. Madagascar, qui étaient des terres peu peuplées, avec des territoires à l'intérieur qui étaient presque désertiques, contrairement à la Palestine. Chez les Juifs, le projet de retour en Terre Sainte se heurte à l'opposition, d'une part, des marxistes les plus radicaux, car ça constituerait pour eux une collaboration de classe avec les Juifs bourgeois. Et eux, ils prônent la lutte des classes, même à l'intérieur de la communauté, en tout cas pour certains d'entre eux. Et aussi l'opposition des Juifs orthodoxes, qui attendent le retour de leur Messie, leur Mashiach, parce que pour pouvoir reconquérir, finalement avoir droit à une patrie, quoi, puisqu'ils ont été condamnés à l'exil. Simplement, on sait que leur Messie est déjà venu, donc ils peuvent attendre longtemps avant qu'il vienne, parce qu'en fait il est déjà venu, quoi. Mais c'est les principales oppositions qu'il y a au moment de la naissance du projet sioniste à l'intérieur des Juifs. Il ne faut pas croire qu'ils étaient tous convaincus par le sionisme dès le départ, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, en parenthèse, une organisation comme le NPA, qui est aujourd'hui peut-être le parti de France qui est le plus hostile à Israël, c'est un parti qui, depuis la création de la Ligue communiste, qui était son ancêtre, essentiellement avait des dirigeants qui étaient pratiquement tous juifs, et pour autant ils sont anti-sionistes, quoi. Alors les Juifs sionistes se réunissent une première fois au congrès de Bâle en 1897, et Séchine a constitué un lobbying politique et financier auprès des pouvoirs publics des différents pays d'Europe de l'Ouest et du monde anglo-saxon, et auprès des grosses fortunes juives, en particulier la banque Rothschild et ses filiales. Donc ces fortunes vont financer l'implantation de kibbutzim, de kibbutz, c'est le pluriel de kibbutz, à partir de 1909 en Palestine. Donc ce sont des communautés de travail collectivistes et racistes, puisque les non-juifs en sont exclus sans exception, dont le but est de s'implanter en Terre Sainte. Dès le départ, ils s'emparent de territoires au mépris des populations locales, qu'ils spolient de leurs biens et de leurs terres. Ils exigent des documents prouvant des droits de propriété des Palestiniens pour reconnaître leur propriété, alors qu'il n'y avait pas de documents écrits à l'époque, puisque c'était la coutume qui régissait le droit de propriété en Palestine. Ils vont utiliser des procédés malhonnêtes en faisant signer aux paysans palestiniens des cessions de leurs droits de propriété à des prix très faibles, puisque vous ne connaissez pas évidemment les prix des terres, puisque ce n'étaient pas des pratiques qui avaient cours à l'époque. Et les terrains sont généralement achetés par les grands financiers juifs, notamment Rothschild et ses filiales, pour implanter des juifs en Palestine. Ce territoire, à l'époque, donc avant la guerre de 14, il appartient à l'Empire ottoman, qui s'affaiblit de plus en plus à la veille de la guerre. Les jeunes turcs, le mouvement Jeunes Turcs, qui est un mouvement anti-chrétien, nationaliste turc, et instrumentalisé par les juifs, prend le pouvoir en Turquie par un coup d'État. C'est eux qui vont perpétrer le génocide des Arméniens pendant la guerre. Alors la guerre de 14 arrive. Donc, on a la triple entente France, Grande-Bretagne, Russie d'un côté, qui vont être rejoints par les États-Unis en 1917, et qui va affronter la triple alliance des empires centraux d'Europe et d'Asie mineure, puisqu'il y aura l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. En 1917, l'année 1917 va être une année charnière. Le gouvernement britannique veut s'attirer le soutien des organisations juives
Il y a assez peu de combattants qui sont concernés, mais par contre, il y a beaucoup finalement d'argent qui peuvent être investis par des organisations juives dans le soutien à l'effort de guerre. Et aussi, ils tiennent beaucoup de médias qui sont utiles pour la propagande de guerre. Donc les organisations juives étaient assez neutres avant 1917. Surtout, elles étaient assez hostiles au soutien de l'effort de guerre anglais, parce que les Anglais combattaient, comme je l'ai dit, aux côtés de la Russie. La Russie, c'était l'empire de Nicolas II. Et en fait, il y avait les juifs, les organisations juives, et beaucoup de juifs détestaient l'empire tsariste, parce qu'il y avait des relations très conflictuelles. Il y a eu des pogroms en Russie, et puis ils n'avaient pas le même statut que les Russes autochtones, que les Russes chrétiens, quoi. Ils n'avaient pas le droit de vote, par exemple, et déjà, ils avaient fait une première révolution. Il y avait une première révolution en 1905 où ils avaient essayé de faire chuter le régime. Et donc les rapports étaient très difficiles entre la Russie et beaucoup d'organisations juives, ce qui fait que elles voulaient pas soutenir la triple entente du fait de l'implication de la Russie dans la guerre. Alors, tout va basculer en quelques mois, puisqu'en février 17, il y a une première révolution qui renverse le tsar, qui va avoir le soutien d'ailleurs de la plupart des juifs de Russie. 2 mois plus tard, au mois d'avril 17, la réserve fédérale américaine, composée d'américaines, c'est-à-dire essentiellement des filiales de Rothschild, la Banque Lazare, la Goldman Sachs, les Lehman Brothers, il y en a Loeb & Co, il y a les Rockefeller, les frères Warburg. Donc la réserve fédérale qui avait été créée 1 an avant par le président Wilson va pousser le gouvernement fédéral à entrer en guerre aux côtés de l'entente. En avril, on est en avril 17. En octobre 1917, la révolution bolchevique va consacrer la prise de pouvoir de la tyrannie marxiste en Russie. Et en novembre 1917, Arthur Balfour, qui est le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, adresse à Walter Rothschild la déclaration Balfour, entre guillemets, dans laquelle le gouvernement britannique s'engage, en échange du soutien des Juifs à la guerre, d'offrir, en cas de victoire, un foyer aux Juifs. Alors le terme foyer est volontairement flou en Palestine, puisque ça peut vouloir dire simplement une implantation de communauté ou un État qui leur est réservé. La guerre va se terminer en 1918, il y aura le traité de Versailles, la Palestine va être placée sous mandat anglais, mais la question sioniste ne se règle pas par la constitution d'un État, mais par la multiplication des kibbutzim, qui vont grignoter le territoire, comme à leur habitude, en s'emparant petit à petit, en repoussant les Palestiniens et puis en créant leur communauté. Alors en 1933, on sait qu'Hitler va arriver au pouvoir en Allemagne. Les relations vont vite devenir très délicates avec les Juifs d'Allemagne. Dès les premiers mois, la presse juive étrangère appelle les Juifs d'Allemagne à se rebeller contre le régime. La question juive va rapidement se détériorer en Allemagne. Il y aura la nuit de cristal, que tout le monde a entendu parler, j'imagine. Les lois anti-juives contre les mariages mixtes et contre l'exercice de certaines professions par les juifs, puis le port de l'étoile jaune. Une solution envisagée alors est le départ des Juifs d'Allemagne, mais pour aller où? Alors il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est dans les pays où ils ont de la famille. Hitler va proposer aux États-Unis et à la Grande-Bretagne d'accueillir les Juifs qui ont des parents dans ces pays-là. Ils vont le refuser. Alors, il y a l'idée de les envoyer en Argentine, mais le gouvernement argentin va s'y opposer. Après la défaite de la France en 1940, Hitler va proposer au maréchal Pétain de les envoyer à Madagascar, qui était à l'époque une colonie française, mais il va refuser. Et la solution
la plus raisonnable à ce moment-là semble être la Palestine. Les sionistes aujourd'hui, et Netanyahou le premier, insistent beaucoup sur le rôle du grand moufti de Jérusalem, qui était un allié d'Hitler, et qui ne voulait pas d'implantation juive en Palestine. Ils en font le premier responsable de la Shoah, qu'elle a été reconnue par les tribunaux de Nuremberg. Le premier responsable devant même Hitler. Hein. Ce qui est plus commode car ils sont aujourd'hui en guerre contre les Palestiniens et non plus, en tout cas officiellement, contre les Allemands. Or, 10% de la population juive d'Allemagne a émigré en Palestine entre 1938 et 1942. Et si l'émigration s'est arrêtée à ce moment-là, c'était en premier lieu du fait du refus des juifs qui étaient déjà installés en Palestine d'accueillir davantage de juifs venant d'Allemagne, car eux les considéraient comme feignants et avec une mentalité bourgeoise et pas du tout adaptée au travail dans les kibbutzim. Donc ils vont avoir beaucoup de mal à s'implanter, ce qui fait qu'ils vont ceux qui sont déjà sur place vont refuser d'en accueillir davantage. On connaît la suite, comme personne n'en veut et que dès septembre 1939, les organisations juives internationales, le Congrès juif mondial notamment, déclarent la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne va avoir un ennemi intérieur qui sera en guerre ouverte contre elle. Alors que le pays fonctionne selon une économie de guerre, elle ne peut se permettre de laisser cette communauté agir librement contre l'Allemagne sur son propre territoire. Et ils vont être déportés dans des camps de travail, exactement pour les mêmes raisons que les Japonais et d'autres Asiatiques qui vivaient aux États-Unis vont être déportés également parce que les États-Unis vont entrer en guerre contre le Japon en 1941. En 1945, l'Allemagne perd la guerre et les Juifs sont les grands vainqueurs, entre autres. Mais tout de même, les dirigeants de l'Axe sont jugés à Nuremberg. Ils vont être accusés d'avoir projeté l'extermination volontaire des Juifs d'Europe et l'assassinat de 6 millions d'entre eux dans les chambres à gaz. Donc cette accusation devient une vérité universelle à partir du moment où les dirigeants nationaux socialistes sont condamnés pour cela au procès de Nuremberg. Les Juifs donc sont considérés à partir de là comme les victimes éternelles et en compensation, ils réclament entre autres un État à eux. Une terre, alors selon leur slogan, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait bien un peuple qui vivait dessus, contrairement au slogan. On va passer maintenant à la deuxième partie. Donc l'indépendance d'Israël et les premières années. Le mouvement sioniste s'est renforcé pendant la guerre, car beaucoup de juifs, marqués par leur situation délicate sous le Reich allemand, ont commencé à se former militairement pour former une armée. Une fois la guerre terminée et remportée, des organisations telles que la Haganah, l'Irgun et le groupe Stern, composés de civils sans signe distinctif, et alors que le pays n'est pas officiellement en guerre, organisent des attentats non seulement contre les Arabes, mais aussi contre les Britanniques, afin de faire pression sur eux pour qu'ils leur cèdent la Palestine. Donc là, ce que je viens de dire, c'est exactement la définition du terrorisme. Alors pour ceux qui nous expliquent que les terroristes sont ceux d'en face aujourd'hui, il faut bien de se rappeler comment se sont comportées les organisations sionistes juste après la guerre. Le 22 juillet 1946, ils font sauter le quartier général britannique installé dans une aile de l'hôtel King David à Jérusalem. Cette stratégie est comme souvent malheureusement payante, puisque les Britanniques vont finir par accepter d'abandonner la Palestine. Puis ils vont habiller en arabe. Ouais, c'est un faux drapeau. Oui. Bah oui, c'est ça, l'opération faux faux drapeau, drapeau déjà, ouais, tout à fait. Alors, je vais vous montrer. Donc, le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine est voté à l'ONU par 33 pays sur 56, ce qui est une majorité relativement courte. Surtout que tous les États concernés, c'est-à-dire tous les États qui vivaient dans la région, eux ont voté contre. Donc ça montre les limites de la démocratie majoritaire appliquée à l'échelle internationale. C'est que dans une question
finalement qui va préoccuper un certain nombre de pays. On demande à tous les pays de voter, et bien finalement, oui, certes, ils sont une majorité à l'accepter, mais enfin, les Américains, les Anglais, même les Soviétiques n'étaient pas impliqués directement, ça ne les concernait pas, alors que les pays concernés, ben, finalement, ils se retrouvent à avoir cet nouvel État hostile qui va s'installer chez eux contre leur consentement. Alors, ça c'est une carte du plan de partage tel qu'il était prévu au départ. Donc là, on a en bleu les territoires qui devaient composer l'État juif et un État arabe qui devait comprendre tous les autres territoires qui sont en orange. Comment ? Donc là, on est assez loin de la situation actuelle. Quand même. C'est à peu près la moitié du pays. Bleu, c'est les juifs, ouais, c'est Israël, okay. Et puis orange, c'était un État arabe normalement qui devait être indépendant. Quand même, donc déjà, il y a Gaza. On leur avait donné pas mal de territoires. Oui, on leur donnait déjà pas mal de territoires. Enfin, ils n'avaient pas Jérusalem, ils n'avaient pas la Judée, ils n'avaient pas la Galilée comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Et puis en plus, ils n'avaient pas le Golan, ils n'avaient pas la Cisjordanie, ni la bande de Gaza. Est-ce que tout le monde l'a vu ? Il y a des populations qui coexistent là, qui cohabitent tant bien que mal. Là, c'était un plan de partage tel qu'il a été prévu par l'ONU. Hein. C'est pas été une réalité. Là, c'était vraiment ce qui a été proposé à l'ONU en 1947 et qui devait s'appliquer à partir du 14 mai 48. Donc ça, c'est resté théorique. Hein. C'est ce qui a été voté. Donc il se voit attribuer à peu près la moitié de la Palestine. L'autre devant être sous l'autorité d'un État arabe palestinien. Le mandat britannique en Palestine, je rappelle que c'était sous mandat britannique depuis la chute de l'Empire ottoman, c'est-à-dire depuis le traité de Versailles. Le mandat britannique doit se terminer le 14 mai 48, donc quelques mois après. Et le plan de partage est censé entrer en vigueur à cette date. Alors évidemment, la situation ne peut convenir aux pays arabes qui se sont vus imposer un État juif contre leur volonté. Dès le lendemain, le 15 mai, la Ligue arabe, composée de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de l'Arabie Saoudite et du Yémen, occupe la Palestine. L'ONU, enfin la Palestine, notamment les territoires qui étaient censés être donnés aux Juifs. L'ONU propose des plans de partage plus raisonnables des Palestiniens. Mais Israël s'en moque éperdument et attaque les pays voisins de manière à s'étendre considérablement au-delà de ses frontières. Il s'empare de la Galilée, d'une bonne partie de la Samarie et de la Judée, ainsi que de Jérusalem-Ouest. Les Palestiniens, dont plus de 10% sont chrétiens, sont chassés de leurs terres et doivent quitter leur pays de force à pied. C'est ce qu'on appelle la Nakba. Plus de 750 000 Palestiniens sur 900 000 sont chassés. Alors, dans les faits de guerre importants de cette guerre d'indépendance, il y a eu le massacre de Deir Yassin le 9 avril 1948 où 254 Palestiniens, 254 Arabes vont être tués. Des femmes, des enfants, des vieillards. Alors là aussi on nous parle de crimes de guerre en ce qui concerne l'attaque du Hamas parce que ils s'en sont pris à des civils. Là en l'occurrence c'était des civils qui ont été attaqués, donc a priori c'est un crime de guerre. Menahem Begin, qui était responsable de ce massacre, obtiendra le prix Nobel de la paix en 1978. C'est assez ironique. Incroyable. Service rendu. Oui, pour service rendu. Donc ça, j'ai relevé ces informations dans le dernier courrier du continent que je présenterai tout à l'heure. Alors un autre élément important, c'est l'assassinat du comte Bernadotte, qui était le médiateur de l'ONU, envoyé en 1948 justement pour essayer d'apporter une solution de paix au conflit. Il va être assassiné par un terroriste sioniste. L'État palestinien a vécu seulement quelques mois, lorsque la guerre se termine en 1949. Il ne reste plus que la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza, et puis à l'extérieur de la Palestine, à la limite, il y a le Golan et le Sinaï. Ce sont des territoires séparés qui sont occupés par les pays voisins
puisque Gaza et le Sinaï vont être occupés par l'Égypte et le Golan par la Syrie. Et puis la Cisjordanie sera annexée par la Jordanie en 50. Donc c'est la fin de l'État de Palestine indépendant. Donc voilà à quoi ressemble à l'issue de la guerre en 49 la situation. Donc là on a effectivement la Cisjordanie qui est indépendante, qui va être annexée par la Jordanie, la bande de Gaza qui sera par l'Égypte, et puis le Golan par la Syrie. Donc on est loin de la carte qu'on a vue tout à l'heure. Là on a vraiment on a des morceaux en fait qui sont laissés aux Arabes, qui en plus ne sont même pas continus, quoi. C'est-à-dire c'est des parties de territoire séparées. Et puis ils occupent la moitié ouest de Jérusalem. Donc on va passer maintenant à la troisième partie des guerres successives contre ses voisins. En 67, suite au blocus du détroit de Tiran et à des mouvements de troupes égyptiens dans le Sinaï, c'est-à-dire sur leur propre territoire, puisque le Sinaï appartenait à l'Égypte, les sionistes crient à l'agression et, comme à leur habitude, attaquent leurs voisins, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et le Liban, parce qu'ils se sentent agressés. Avec le soutien politique et financier des États-Unis, ils remportent en 6 jours cette guerre qu'ils ont déclenchée et occupent l'ensemble de la Palestine à l'issue de cette guerre, c'est-à-dire Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, en plus des territoires qu'ils possédaient déjà. Alors, Gaza va être officiellement occupé jusqu'aux accords d'Oslo 92 et censé être mis en vigueur en 93, mais comme les accords d'Oslo ne seront pas respectés, en fait Gaza sera une colonie israélienne jusqu'en 2006. On verra après la situation depuis 2006. Mais ils occupent aussi le Sinaï et le Golan, qui ne sont pas en Palestine, mais qui n'étaient pas censés être concernés, en tout cas par la création de l'État juif. Mais par contre, si on reprend le vieux plan du Nil à l'Euphrate, le vieux plan biblique, là, effectivement, ça fait partie des territoires qui revendiquent. La Palestine est alors entièrement sous domination juive, partagée entre l'État d'Israël, dont les goïms sont presque totalement exclus, et les rares qui y vivent sont traités en sous-hommes, et la Palestine occupée, où les Palestiniens sont parqués sous contrôle israélien. En 1978, l'Égypte, passée entre les mains de Sadat, trahit la cause palestinienne en signant les accords de Camp David avec Israël, et ça permettra à l'Égypte de récupérer le Sinaï. Donc en fait c'est une péninsule qui est située, vraiment on la prenait sur la carte, qui est située à l'est de l'Égypte, qui était occupée par Israël, et que Israël va leur restituer au moment des accords de Camp David, justement pour pousser en fait l'Égypte à ne plus soutenir les Palestiniens. Et d'ailleurs Sadat va être assassiné pour cette trahison. Alors en 67, donc ça c'est la carte au moment de la victoire d'Israël dans la guerre des 6 jours. Donc effectivement, il y a Israël en bleu, puis les territoires occupés qui sont en bleu et jaune, puisqu'il y a des Palestiniens qui sont en jaune, mais il y a la présence militaire israélienne qui les occupe. Donc il y a le Golan en plus, le Sinaï, et puis la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Donc en fait tout le territoire. Du 6 au 25 octobre 1973, soit il y a 50 ans, pratiquement jour pour jour, une attaque surprise entre guillemets syrienne et égyptienne a lieu le jour du Yom Kippour et sera réprimée violemment par l'entité sioniste en quelques semaines. Il y a beaucoup de similitudes avec la situation actuelle, d'ailleurs, quand on regarde la guerre du Kippour. Des services secrets parmi les plus puissants du monde et une armée qui dominait largement jusque-là dans la région semblent débordés par une attaque surprise. Ça crée une crise politique en Israël, avec la démission du Premier ministre, Golda Meir, mais le résultat est une réplique sanglante de Tzahal, la victimisation des sionistes et un durcissement des tensions.
Le soutien des pays occidentaux à Israël entraînera une hausse du baril du pétrole, puisqu'il est vendu par les pays arabes qui soutenaient la Palestine. Et ça va être le début de la crise économique qui met fin aux 30 Glorieuses. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là que la forme du conflit va évoluer. Après cette guerre, il n'y aura plus d'affrontements sur le territoire israélien entre Israël et les pays voisins. Avec les accords de Camp David, les pays voisins, pour la plupart d'entre eux, vont lâcher la résistance palestinienne contre la garantie de la sécurité de leurs frontières et de la récupération du Sinaï par l'Égypte. La plupart des pays qui étaient jusque-là hostiles à l'entité sioniste vont composer avec elle. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, qui était auparavant très antisioniste. C'est le cas aussi de l'Égypte de Sadat. Puis ensuite, ces dernières années, de l'Égypte des frères musulmans. C'est le cas de la Jordanie, de la Turquie, du Liban chrétien et des monarchies pétrolières du Golfe. Les seuls pays à maintenir une ligne hostile à Israël et à soutenir la cause palestinienne sont, comme par hasard, les plus diabolisés par les médias. L'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Bachar el-Assad, et puis d'Hafez el-Assad avant son père, la Libye de Kadhafi, l'Iran et le Yémen. À partir de 1967 et de la défaite dans la guerre des 6 jours, les autres pays arabes sont chassés de Palestine, puisque je vous rappelle que c'était eux qui occupaient la Palestine en fait, les territoires arabes quoi. Le Sinaï c'était l'Égypte, le Golan c'était la Syrie, Cisjordanie c'était la Jordanie. La résistance palestinienne doit alors se structurer à travers des mouvements indépendants des États voisins, situés en Palestine et dans les pays voisins. Les premiers sont laïques et plutôt proches de l'extrême gauche. Le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, qui est créé en 1967, est marxiste et proche de la Syrie et de l'Irak. Donc l'Irak et la Syrie qui sont bassistes à l'époque. Enfin, la Syrie, c'est toujours le cas. Donc le FPLP organise la prise d'otages de Munich en 1972, au moment des Jeux Olympiques. Ils vont capturer et tuer des sportifs israéliens. Le Front démocratique pour la libération de la Palestine, le FDLP, né en 1968, et il est assez proche du FPLP, lui aussi est un mouvement marxiste et décolonialiste. Le Fatah, qui est une organisation nationaliste de gauche, musulmane, mais pas djihadiste. Leur combat est avant tout politique, la lutte armée pour la libération de la Palestine. Et enfin, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui est née en 1964, dirigée par Yasser Arafat puis par Mahmoud Abbas, est d'abord une organisation de guérilla, mais à partir des années 80, elle est reconnue par l'ONU comme le représentant légitime de l'autorité palestinienne, apte à négocier pour le compte des Palestiniens, puisque l'autorité palestinienne, entre guillemets, reconnue par de plus en plus de pays comme un État palestinien, même s'il n'a pas les attributs de la souveraineté, puisqu'ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas le... Mais en tout cas, voilà, il y a de plus en plus aujourd'hui d'États qui le reconnaissent comme un État. L'autorité palestinienne, en acceptant de négocier avec les sionistes, a accepté d'une certaine manière non seulement l'existence de l'État d'Israël, mais aussi les frontières issues de la guerre de 48-49, en violation du plan de partage de 47, qui était à l'époque refusé par tout le monde arabe. Donc ils en sont maintenant à défendre, en tout cas à partir des années 80, à défendre finalement non seulement le plan de partage, mais en plus les annexions illégales qui ont été faites par Israël en 49. Ils proposent, ce que propose aujourd'hui l'OLP et l'autorité palestinienne, c'est une solution à 2 États, avec la souveraineté palestinienne reconnue en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, c'est-à-dire une partie minoritaire du territoire, et en plus qui est coupée en 2. En 82, l'entité sioniste attaque le Liban, et en réaction à cette guerre, naît au Liban un mouvement antisioniste chiite proche de l'Iran et qui soutient la Palestine, le Hezbollah. Alors, je vais vous montrer la carte en 83, donc à l'issue... en 85, mais c'est à l'issue de la guerre de 83. Donc, on voit qu'effectivement, ils ont récupéré le Sinaï
suite aux accords de Camp David. Mais par contre, à la suite de la guerre du Liban, ils ont progressé au nord d'Acre, dans le sud Liban en fait. L'occupation agressive et inhumaine de la Palestine par l'entité sioniste entraîne une réaction légitime. En 87 est déclenchée la première intifada par le FPLP, le FDLP et le Fatah. Comme à son habitude, Tsahal réplique à des jets de pierre par des bombardements d'écoles, de villages et d'hôpitaux. Il y a près de 10 fois plus de morts côté palestinien que côté israélien. L'intifada se termine en 92 par les accords d'Oslo, lors desquels Israël s'engage à reconnaître la souveraineté de l'autorité palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. Donc ça c'est une sorte de nouveau plan de partage en fait qui est celui des accords d'Oslo, où en théorie l'autorité palestinienne est reconnue à Gaza et puis sur certaines parties de la Cisjordanie, donc en vert. Et le rose, c'est ce qui appartient à Israël. Enfin, c'est ce qui est annexé officiellement par Israël. Sauf que, on ne perd pas dans les minutes. Yitzhak Rabin, qui était Premier ministre à l'époque, et puis Netanyahou, qui avait un rôle important, font des promesses aux Palestiniens qu'ils n'ont aucune intention de tenir. Et bien sûr, la présence militaire sera finalement renforcée dans les territoires occupés. Mais c'est encore trop pour l'entité sioniste qui a besoin d'un ennemi à combattre, de terroristes, entre guillemets, à pouvoir diaboliser. Et c'est là qu'on va voir apparaître un nouveau mouvement, le Hamas. Mouvement assez marginal à sa création, tenant de l'islam sunnite et créé à Gaza en 87 par les frères musulmans. Alors, dans le dernier Rivarol, il y a un entretien avec Youssef Indy où il parle de cette question-là. Donc, je rappelle qu'en 67, la bande de Gaza est occupée par Israël. Et dans les années 70, Israël va laisser dans la bande de Gaza occupée, il va laisser les frères musulmans se développer, construire des écoles, des universités, des hôpitaux. Et donc, les frères musulmans, en 87, vont créer le Hamas, qui va donner à la résistance palestinienne une forme tout à fait nouvelle. Bon, c'est pas nouveau, hein, les liens entre les frères musulmans et les services secrets, que ce soit américains ou israéliens. On sait qu'ils ont été instrumentalisés par la CIA dès leur création pour affaiblir des régimes nationalistes arabes comme l'Égypte de Nasser. D'ailleurs, ils pratiquent une taqiya, la taqiya qui est une rhétorique double, qui ressemble beaucoup à la rhétorique talmudique. Hein. Et ils ont toujours été les idiots utiles de l'Empire, finalement, depuis le départ. C'est le Hamas les frères musulmans, là. Mais bon, le Hamas qui en est la création. Ouais. Le Hamas est créé en 87, donc son fondateur, Ahmed Yassine, avait été arrêté en 84 quand il avait une cache d'armes chez lui. Il a été condamné à 12 ans de prison, mais il va être libéré un an après. Et beaucoup de voix ont laissé entendre qu'il serait instrumentalisé par le Mossad, et y compris l'Humanité d'ailleurs, qui avait écrit des articles dessus. Et ils s'entendent aussi que des séfarades auraient infiltré le Hamas en se faisant passer pour des Arabes, et pour les inciter à commettre des attentats. D'ailleurs, dès les accords d'Oslo, on verra que des attentats commis par le Hamas vont arriver systématiquement juste avant la signature d'accords, ou des rencontres, ou des négociations possibles pour calmer le jeu. Et justement, suite à ces attentats, Israël va durcir ses positions, et d'ailleurs ça va permettre aussi à l'extrême droite et à la droite religieuse
et très colonialiste du Likoud, de Sharon et de Netanyahou, à chaque fois de gagner les élections, justement, par la peur entretenue autour du terrorisme du Hamas. Alors le Hamas associe l'islamisme à la cause palestinienne, ce qui a un effet tout à fait délétère pour la cause palestinienne. Alors, l'avantage pour Israël, effectivement, c'est que ça divise la cause palestinienne entre les islamistes et les non-islamistes, déjà. Ça renvoie une image caricaturale et difficilement soutenable pour des non-islamistes. Les attaques agressives du Hamas, en plus de discréditer la cause palestinienne, servent régulièrement de prétexte à des bombardements des populations civiles innocentes de Gaza et de Cisjordanie, et donc au renforcement des positions israéliennes. Et enfin, au niveau de la politique étrangère, le Hamas soutient les djihadistes qui sont hostiles aux États voisins, et ces États voisins qui sont les plus antisionistes, les plus indépendants. Par exemple, on sait que le Hamas est financé par les monarchies pétrolières et surtout par le Qatar. Au moment de la guerre du Golfe, de la première guerre du Golfe en 91, ils n'ont rien fait, ils ne se sont même pas opposés, même pas par communiqué verbal à l'attaque américaine contre l'Irak de Saddam Hussein. Et ils ont soutenu l'insurrection islamiste contre Bachar el-Assad il y a quelques années. Donc en fait, de par leur position géopolitique, ils sont alliés aux objectifs d'Israël, puisqu'ils vont systématiquement tenter d'affaiblir les États voisins indépendants. Mais la Palestine, elle en a conscience, du coup. Enfin, les Palestiniens. Oui, c'est-à-dire, en fait, le Hamas n'est pas le seul mouvement, même s'il est mis en avant par les médias israéliens et par leurs affidés en France, c'est pas le seul mouvement dont se revendiquent les Palestiniens, quoi. Il y a le Fatah, et ils sont pas tous derrière le Hamas, quoi. On sait que il y a des preuves de la proximité du gouvernement israélien avec le Hamas. Par exemple, un conseiller de Benjamin Netanyahou, un conseiller qui appartenait au Likoud, et un émissaire responsable du Hamas se sont rencontrés en secret à Genève en avril 2005, sauf que ça a fuité. Donc le Hamas joue un double jeu là. Alors il y a la deuxième intifada ensuite qui sera déclenchée en 2000 à Gaza par le Hamas et qui va aboutir au bombardement des populations civiles. 3000 morts côté palestinien, soit 3 fois plus que du côté israélien. Et ça va aboutir au renforcement du blocus et à la présence de Tsahal dans les territoires occupés. Alors en 2006, l'occupation officielle, en tout cas, de Gaza et de la Cisjordanie par Israël va se terminer. Donc il y a un contrôle de l'autorité palestinienne qui va être reconnu. Mais en réaction, Israël, en tout cas pour les empêcher finalement d'être souverains, il y aura un blocus israélien et puis des bombardements réguliers. Alors, on va arriver à la conclusion. Qu'en est-il de la situation actuelle ? On sait qu'il y a quelques semaines, le Hamas a attaqué de façon très coordonnée l'entité sioniste. La réaction, entre guillemets, était le bombardement de Gaza et le déplacement des civils. Le bilan humain est catastrophique, et encore une fois à sens unique, puisqu'à ce jour, les observateurs de l'ONU comptent environ 10 000 morts du côté palestinien, dont 2000 femmes et 4000 enfants, contre 1000 morts israéliens. À ce jour, 1,5 million de Palestiniens ont été déplacés. Et du côté des blessés, on serait à 25 000 du côté palestinien et à 5 000 du côté israélien. Alors, malgré tout, la réaction des médias occidentaux et du monde politique est scandaleusement pro-sioniste. On voit l'évolution. Je rappelle qu'en 1975, le sionisme était considéré, a fait l'objet d'une condamnation par l'ONU en tant qu'idéologie raciste.
tout le chemin qui a été fait maintenant dans l'autre sens. Maintenant, c'est le soutien à la Palestine qui est assimilé à de l'apologie du terrorisme. Ceux qui nuancent, qui surtout à gauche, il faut le reconnaître, sont accusés de faire l'apologie du terrorisme. Des rares d'ailleurs, parmi les personnalités politiques connues en France de droite, qui aient une position un peu raisonnable, c'est Villepin. À part lui, j'en ai pas entendu d'autres, hein, qui sont tous derrière Israël. Alors on doit trouver toutes les excuses du monde à Tzahal, mais aucune aux Palestiniens occupés. La droite et l'extrême droite officielle est totalement discréditée dans cette affaire. Bon, là, je rappelle la dernière sortie de Zemmour là, qui expliquait que en gros les Gazaouis ne savent pas ce qu'ils veulent parce que si on les déporte, ils se plaignent d'épuration ethnique, et si on les bombarde, ils se plaignent de génocide. Décidément. Ah, il a quand même dit ça, il n'y a pas eu de réaction. Hein. Alors deux questions se posent aujourd'hui. Est-ce que les services israéliens étaient au courant de l'attaque? L'information a été lancée par le chef des services secrets égyptiens qui a affirmé qu'il avait averti Israël 10 jours avant l'attaque, mais que rien n'avait été fait. Ça a été relayé par France Info en France. Et il y a un débat aujourd'hui en Israël sur cette question-là, qui est complètement étouffé en France. Mais finalement, il y a plus, paradoxalement, il y a plus de débats autour de l'intervention de Tzahal en ce moment en Israël qu'en France, dans les médias. Parce qu'il y a toute une partie de la gauche israélienne qui est sioniste, mais d'une manière moins agressive que ce que fait Netanyahou en ce moment. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Netanyahou, il est sous le coup d'une enquête pour corruption. Il n'est pas si tranquille que ça. Hein. Et effectivement, il y a une possibilité qui ne sort pas de milieux complètement farfelus, mais du directeur des services égyptiens, comme quoi Netanyahou aurait laissé que les attaques se produisent pour justifier l'attaque de Gaza et de la Cisjordanie. Et en fait, le plan de Netanyahou, qui date du 22 septembre, quelques semaines avant, où il expliquait qu'il fallait annexer la Gaza et la Cisjordanie, que c'était ça qui était au programme, quoi. L'application du vieux plan, de toute façon, qui consiste à repousser systématiquement les Palestiniens. Bon, là, ils ont donné 24 heures pour qu'ils aillent au sud de Gaza. On sait très bien qu'en même temps, ils font pression pour qu'ils partent en Égypte. D'ailleurs, le gouvernement égyptien a refusé. Et de toute façon, même s'ils partent dans le Sinaï, le but, c'est derrière d'annexer le Sinaï. Hein, ils avancent par petites touches, quoi. Mais est-ce qu'ils seront assez forts? Parce que là, il y a quand même une réaction, même si elle est occultée par les médias occidentaux, il y a quand même une forte réaction contre Israël en ce moment dans le monde entier. Et même des manifestations en Israël contre la politique menée. Alors qu'en est-il de l'avenir? Ça peut vite dégénérer. Déjà en France, vu le nombre de musulmans qui sont présents, et le soutien inconditionnel à l'entité sioniste de l'oligarchie. Alors au niveau de la politique, ça peut vite embraser la région, parce que si les attaques au sol d'Israël sur Gaza s'intensifient, il est tout à fait envisageable que le Hezbollah attaque. Si le Hezbollah attaque, au Liban, c'est qu'il contrôle quand même beaucoup le Liban. Les Américains, ils attendent qu'un prétexte pour attaquer la Syrie et l'Iran. C'est tout à fait possible qu'ils se servent de celui-là en disant finalement vous financez le Hezbollah, derrière c'est vous qui êtes derrière cette attaque. Et puis la Russie, on sait qu'elle est proche de la Syrie et de l'Iran, va peut-être pas se laisser faire non plus. Donc on peut avoir un nouveau front tout à fait régional dans le cadre de cette guerre, de cette nouvelle guerre froide, de cette prolongation de la guerre froide entre les Américains et les Russes, quoi. Donc quelle attitude à avoir aujourd'hui? Moi je pense que en tant que Français, le plus raisonnable c'est de défendre non pas la solution à deux États qui est celle de l'OLP, mais de défendre un État, la solution à un État unique dans la région, qui soit multiconfessionnel. Même si c'est, pour nous autres catholiques c'est la Terre Sainte, mais en attendant, au moins qu'il y ait un État où chacun puisse pratiquer sa religion, parce que c'est à mon avis la seule solution durable pour éviter que l'escalade continue. Pour terminer, avant de passer aux questions, je vais vous présenter
les documents que j'ai utilisés pour faire cette conférence. Alors, d'abord, le livre de Theodor Herzl, L'État juif, dans lequel il expose justement la doctrine sioniste telle qu'elle va être mise en place. Alors, sur les liens ambigus entre l'Allemagne et le national-socialiste et le sionisme, justement le fait qu'ils aient encouragé l'immigration en Palestine pour se débarrasser des juifs d'Allemagne. Un livre de Jean-Claude Vallat, le peuple germano-sioniste. Le livre de Roger Garaudy, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, qui va surtout montrer comment, finalement, comment l'Holocauste va être, en tout cas tel qu'il a été défini par les traités de Nuremberg, et dont je rappelle que si le sionisme était condamné par l'ONU en 1975, maintenant c'est le révisionnisme qui est condamné en France. Donc, mais on a quand même le droit de vendre des livres qui parlent de cette question-là. Mais en gros, comment la Shoah a été utilisée pour le sionisme et pour que l'État d'Israël soit créé. Et puis, le livre de Serge Thion, qui est décidé il y a quelques années, qui parle du terrorisme sioniste, dans le cadre notamment de la guerre d'indépendance, enfin déjà avant dès 1946 et puis la guerre d'indépendance contre les pays arabes jusqu'en 1949. Le dernier numéro du Courrier du Continent, où il y a un texte très intéressant. Je ne suis pas trompé de numéro, mais j'espère que je vais vous rappeler. Ah si, c'est celui-là. Boutros Ghali, qui était le secrétaire de l'ONU. Je crois pas que j'en ai parlé d'ailleurs de ça, c'était pendant la guerre. Il était secrétaire entre 92 et 96. Et oui, voilà, pendant la guerre contre le Liban, à ce moment-là, il y avait une deuxième guerre contre le Liban. Et il y avait eu un incident qui avait été relaté dans la presse occidentale. Les Tzahal voulant attaquer des terroristes palestiniens n'avaient pas vu qu'il y avait une base de l'ONU avec des casques bleus en plein milieu, et donc ils ont attaqué la base de l'ONU sans s'en rendre compte. Ce que dit Boutros Ghali, c'est que cette attaque était planifiée, qu'ils avaient fait survoler la zone par des drones, et que lui étant présent sur place, il avait publié un rapport indiquant que Israël avait planifié l'attaque d'un site de l'ONU pendant cette guerre du Liban, qu'il avait reçu des pressions de la part des États-Unis pour ne pas publier ce rapport, qu'il avait publié quand même, et qu'en 1996, en réaction à ça, quand il a voulu se représenter comme secrétaire de l'ONU, la mission généralement c'est que les secrétaires de l'ONU soient réélus, puisqu'ils peuvent faire que 2 mandats, ils sont réélus dans un esprit de consensus. Et ben là, les Américains ont posé leur veto pour pas qu'ils soient réélus. Donc ceci explique peut-être cela. Et enfin, les 2 derniers numéros de Rivarol, qui sont très intéressants sur cette question-là, qui parlent de l'actualité puis de l'histoire du sionisme, et de la répression aussi médiatique contre les opposants. Et dans le dernier, je ne l'ai pas lu en entier, mais pour l'instant, je suis cet entretien avec Youssef Indy, où il parle notamment de l'histoire du Hamas, et puis de la géopolitique actuelle, en quoi ça pourrait impacter la région. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Donc, si vous avez des questions, des remarques. J'ai pas retenu le nom en 1945, le Palestinien qui a refusé que les Israéliens, enfin les Juifs. Ah, le grand moufti de Jérusalem, je me rappelle. Ouais, alors comment il s'appelait? Je me rappelle plus. Je sais qu'il est connu. Le grand moufti de Jérusalem, c'était une personnalité influente au niveau religieux et politique. D'accord. Et du coup, là, en fait, il était. Les Juifs le considèrent comme. Voilà, c'est le grand méchant de l'affaire. En gros, c'est celui par lequel ils disent que les Palestiniens, finalement, c'était des proto-nazis. En fait.
comme la Palestine était sous mandat britannique et que l'Allemagne était en guerre contre les Britanniques, ils ont fait ce que font la plupart des pays aux époques coloniales, c'est-à-dire se servir de mouvements d'indépendance pour affaiblir le pays contre lequel ils sont en guerre. Donc Hitler a cherché des soutiens parmi les indépendantistes palestiniens contre les Britanniques. Ouais. Et en même temps, il cherchait un moyen de faire partir les Juifs d'Allemagne. Sauf qu'il s'est à un moment confronté à cette problématique, c'est que les alliés qu'il avait en Palestine ne voulaient pas que Hitler leur envoie les Juifs d'Allemagne. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles le transfert de population vers Israël, vers la Palestine, s'est réduit. Mais l'autre raison, je l'ai expliqué aussi, c'est parce que les Juifs de Palestine n'en voulaient pas, parce qu'ils n'étaient pas aptes au travail dans le kibbutz. Ils ont fait quoi après? D'ailleurs, comment ça se fait que les Palestiniens, j'ai l'impression qu'ils sont laissés un peu faire avec cette histoire de kibbutz là? Eh bien oui, c'était nouveau, ils étaient un peu démunis face à ça, on leur a proposé de leur acheter des terres à des prix plus élevés que ce qu'ils connaissaient. Il y a eu... c'était peut-être par petites touches, ils les déplaçaient quoi, en fait. Ils s'installaient dans des communautés, ils les repoussaient, et effectivement, bon, c'était pas non plus... C'est des articles. Comment ? Ouais, c'est ça, voilà, c'était pas voilà, ça restait en fait, voilà, on était essentiellement quand même sur des terres avec peu de population dessus, quoi, dans le désert. Donc en fait, eux, ils se sont revendiqués des droits de propriété sur des territoires immenses, mais comme ces territoires immenses étaient assez peu habités, finalement, les Palestiniens se sont fait annexer un peu sans savoir. D'accord. Et c'est qui le gars qui a eu le prix Nobel de la paix? Alors c'était, je retrouve son nom. C'est celui qui avait planifié le massacre de Deir Yassin. Il y en a plein des comme ça, depuis Nobel. Menahem Begin. Je vais juste signaler là, dans l'actualité récente, c'est pas évoqué, mais je vous ai entendu parler, je pense que les raisons aussi des attaques, là, c'est le gaz de Gaza. Oui. Les grosses réserves de gaz. Oui, tout à fait. Et puis, il y en a une deuxième, là, l'hypothèse du canal, j'ai vu ça dans le temps présent, là où il voudrait créer un autre canal pour éviter le canal de Suez, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Ces deux sujets, Oui, tout à fait. Ouais. Oui, puis en plus, il y a du gaz dans les eaux territoriales de Palestine, qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Ils empêchent les Palestiniens d'y aller dessus, mais en même temps, eux, ils n'ont pas le droit d'exploiter, donc effectivement... Même ça les rend plus facile d'en profiter, quoi. Bien sûr, derrière, ils ont besoin de ressources aussi, et ils cherchent à s'emparer des autres. De toute façon... Voilà, ils le font indirectement, puisqu'il y a un blocus, de toute façon, il n'y a rien qui peut sortir de Gaza sans qu'il... C'est pour ça, ceux qui pensent qu'en achetant des oranges d'Israël, on fait marcher Israël, ça c'est vrai, mais quand on achète des pastèques qui viennent de Palestine, on fait aussi marcher Israël, en fait, parce que derrière, il y a un blocus, et c'est eux qui contrôlent le commerce extérieur, quoi. En quoi cette question nous concerne, nous, en tant que patriotes français? Parce qu'on pourrait se dire, j'en ai déjà parlé un peu, on pourrait rester neutre. Oui. Donc, en quoi le sionisme a un impact chez nous aussi? Est-ce qu'il y a des sionistes chez nous aussi, en France? Il suffit d'allumer la télévision. Oui, mais quel est le projet pour la France pour les sionistes? On nous précipite dans cette guerre-là. En fait, les personnalités influentes, de toute façon sionistes en France, l'Israël ne pourrait pas tenir tout seul, quoi. Donc ils cherchent systématiquement à obtenir des soutiens, de l'argent, des armes de tous les pays, quoi. Et d'ailleurs, comment ça se fait que du coup, tu disais que c'est les pays islamistes qui ont le pétrole et du coup on est tous dépendants de ça. Comment ça se fait qu'on a plutôt qu'on a aidé Israël alors qu'ils n'avaient pas de pétrole en détriment des pays arabes qui avaient du pétrole, tu vois? Comment ça se fait qu'on c'est peut-être la réponse à la question que tu en posais tout à l'heure sur l'influence des sionistes en France, quoi. Et aux États-Unis encore plus, parce que aux États-Unis, il y a un lobby sioniste très important qui fait pression sur les gouvernements américains, sur les autorités fédérales. Oui, la question, effectivement, la réponse, elle est d'ailleurs, elle est développée dans un autre livre que j'aurais pu citer, c'est Guerre et mensonges
de Sylvain Laforêt. Comment fonctionne le monde aujourd'hui? Il fonctionne par de la fausse dette émise par des banques internationales qui financent les guerres en prêtant de l'argent fictif aux États et en leur demandant de rembourser avec des intérêts derrière. Et tous ces gens-là, ils sont à l'origine d'Israël, puisque c'est eux qui ont financé les Oui, dès le donc, départ. ils avaient quand même le pouvoir des banques avec eux, quoi. Bien sûr, je vois comment les États-Unis entrent en guerre sous pression de la Réserve fédérale, juste au moment de la guerre de la révolution bolchevique, et juste avant la déclaration de Balfour. Ça arrive au même moment, quasiment. Oui, c'est eux qui achètent les terres aussi. Ils achètent des terres, c'est toutes des banques. Ils étaient tous Donc, ouais, ils ont pu faire vraiment aux avant-postes dans le sionisme, dès le départ, quoi. Et en France, pour... Et oui, et donc, puis il suffit de regarder la situation objective, de toute façon, même si on est... En fait, il faut... Là aussi, ce que je pense qu'il y a une erreur aujourd'hui, en fait, c'est de tomber dans une espèce de racialisme prométhéen, où en gros, finalement, être un nationaliste français, un patriote, ce serait vouloir écraser la terre entière. Non, en fait, on doit défendre une harmonie dans le monde où chaque peuple est chez soi. Ça peut paraître angélique comme ça, mais l'idée, c'est quand même un équilibre, quoi. Et on voit très bien qu'eux, ils ne sont pas facteurs d'équilibre dans la région. D'abord, ils attaquent les populations qui sont chez elles depuis des millénaires, alors qu'eux-mêmes ne sont pas chez eux, puisque en fait, il n'y a aucun élément sérieux pour prouver qu'ils descendent du peuple de l'Ancien Testament. Mais quand même ce serait le cas, qu'ils aient le droit d'y aller, ça veut pas dire qu'ils aient le droit d'expulser ceux qui sont déjà présents, quoi. Et voilà, donc bon... Maintenant, ils veulent un peu nous entraîner dans la même guerre sur notre propre sol. En plus Après, on a Ah oui, alors en plus, ils instrumentalisent les tensions entre les Français de souche et les immigrés en disant finalement les musulmans c'est tous des terroristes. Ah bon, pourquoi est-ce que Julien Gray, en solidarité avec Israël, c'était quoi SOS Racisme, lui, maintenant il nous explique qu'en gros les Arabes, il faut les écraser, c'est tous des terroristes, quoi. Et on voit pas le problème. Enfin, c'est les mêmes qui nous disent la même chose. Donc oui, conservateurs d'eux-mêmes. Ouais. Et cette histoire, enfin, tu sais, au début tu disais qu'il y avait eu d'autres propositions Madagascar, tout ça, tout ça. Est-ce que dès le départ ils ne voulaient pas s'implanter direct en Palestine, promis en fait oui, tu as tout le côté finalement les juifs religieux qui voulaient aller en Palestine. Est-ce que c'était pas déjà prévu depuis le début en tout cas, on n'était pas allé encore. Comment? Ils voulaient la Lune, mais on n'était pas allé encore. Ils ont le Birobidzjan. Staline leur a proposé le Birobidzjan, ils n'ont pas lâché. Ah oui, le Birobidzjan. Ah mais d'ailleurs, c'est ce que... Oui, bien sûr. Birobidzjan. Pierre-Marie Bonneau avait répondu à un journaliste qui lui avait dit mais vous êtes donc pour une solution à 2 États? Alors il regarde... Il n'y a pas de lampe, désolé. Ouais. Non, il est très sérieux. Oui, je suis pour une solution à 2 États, la Palestine et le Birobidzjan. C'est vers la Chine, je crois. Non, c'est tout. Ouais, si, mais c'est ça, c'est vers la Chine. Enfin, c'est d'un Sibérie à l'enfant. C'est vraiment, tiens, au fond de la classe, quoi. Et la corde va pas craquer au bout d'un moment. Je pense, moi, que ça finira mal ça peut pour eux. Là, ils sont détestés dans le monde entier, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y a une utopie les États qui sont sous les mains de la finance, certaines banques, va se dire à un moment, je décroche de cette main-là qui m'attire que des ennuis. Il y en a qui ont essayé. Oui, non. Pas ce genre de personne, s'il te plaît. Non, mais je pense est-ce qu'il y a une opportunité que cet État libéral, l'État... Chavez aussi. Est-ce qu'un État libéral peut se libérer de la main de la finance? Voilà. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à se libérer? Oui, c'est vrai, l'Allemagne l'a fait aussi. Bon, voilà, ils se sont retrouvés avec une guerre contre eux. Après, on peut, il y a effectivement des questions sur la question de comment l'Allemagne a pu se financer. En fait, c'est fictif tout ça, quoi. C'est un leurre. Je veux dire, cet argent qu'ils nous prennent, que les banques prêtent aux États, il n'existe pas. C'est de la dette, dès la création.
Donc c'est un système basé sur du mensonge. Donc si un pays dit... Donc dans l'absolu, la vérité Oui, doit déjà dès le triompher. départ. Ouais. Ils n'ont pas cet argent. Ils le prêtent et ils demandent des intérêts. Ouais. Et ils te volent ta Et maison. financent Et après, le ils te camp. reprennent ta maison. Dans une guerre. Et ensuite, donc ils vont financer les États avec des fausses créances pour qu'elles fassent construire des armes dans des industries qui sont détenues par les mêmes financiers. Donc oui, c'est de la prestidigitation. Mais finalement, non, sur le fond, il y a rien de concret. Ils ont pas. Alors maintenant, ils ont leur armée, mais même leur armée, elle n'est pas au mieux de sa forme aujourd'hui, je pense. Enfin, apparemment, les cadres sont vieux et les conscrits, ils ont l'air de préférer les rave parties Ouais. au combat armé. Oui, Donc, Et ça risque de déboucher sur quoi le conflit actuel, la guerre là bah là, une des possibilités, c'est ce que présentait Youssef Indy, c'est-à-dire qu'il y ait une attaque au sol plus massive encore de la part d'Israël à Gaza, notamment dans le nord. Et les pays autour. ils Que font, d'abord l'Égypte, les Gazaouis qui sont au sud soient pris en étau par Israël, d'un côté Israël qui les attaque et de l'autre côté l'Égypte qui ne veut pas les accueillir, et que le Hezbollah, qui est quand même très présent à Gaza et au Liban, décide d'attaquer Israël, au moins déjà par la bande de Gaza s'il l'occupe et s'il la bombarde, que le gouvernement libanais de fait soit entraîné dans cette guerre, que derrière les Américains s'en mêlent et menacent la Syrie et l'Iran d'empêcher le Hezbollah, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'en ont pas les moyens, d'attaquer Israël, et que derrière ils en profitent pour attaquer l'Iran et la Syrie. Alors à partir de là, la Russie ça peut être un nouveau théâtre comme en Ukraine. Hein. La Syrie, ça peut être la nouvelle Ukraine, quoi. Donc ça peut partir loin, tout peut arriver. Ici, c'est tout à fait possible aussi que Netanyahou se fasse balancer en Israël, et puis c'est possible que ça finisse mal pour Israël aussi. Hein. À un moment donné, ça ne tiendra pas non plus. Il y a Zelensky qui a proposé une solution, parce qu'il a proposé le Grand Israël en Ukraine. Tu sais qu'il y a les fameux Kazakhs. Oui, bien sûr, ils viennent de là-bas. Ils sont plus là-bas qu'en Israël, oui, bien sûr. Oui, mais là c'est pareil, je suis pas sûr. Peut-être qu'il arrivera à réconcilier les Ukrainiens et les Russes en faisant de la surenchère comme ça. Et au bout d'un moment, ils vont peut-être se rendre compte que c'est pas forcément eux qui sont pour qui la guerre est faite, mais que c'est eux qui la subissent. En fait. Ouais, c'est possible. Hein. Il y a 20 ans, entre les Ukrainiens et les Russes, la situation n'était pas si tendue qu'aujourd'hui. Hein. On voit très bien qu'avec la révolution orange, là, ils ont tout fait pour pousser les Russes et les Ukrainiens à se détester. Quoi. Il y avait la porte de la fraternité, je crois, qui était aux couleurs du drapeau russe, Mmh. puis qu'ils ont mis aux couleurs arc-en-ciel. C'est pas mal ça. Fraternité universelle. Ceux qui disent c'est des juifs et des musulmans, il y a aussi des chrétiens, hein, et puis c'est vrai, ils ne font pas dans le détail, hein, c'est une question de savoir si c'est des musulmans ou des chrétiens. Quand on voit comment ils les traitent même à Jérusalem. Est-ce que tu condamnes quand même? Je l'ai dit tout à l'heure, bon d'abord effectivement quand on tue des civils c'est jamais une bonne chose, la différence. Enfin, donc oui, et en plus... Tu te défends mal. Voilà, il y a beaucoup plus. Non mais voilà, mais je veux dire à ce moment-là, si on condamne un enfant mort, il y a 30 enfants morts israéliens qui sont morts. Bon, c'est épouvantable, mais il y a 4000 Palestiniens, quoi. Ouais, c'est même pas 1 sur 100. Ouais. Et en plus, oui, l'attaque du Hamas, dans tous les cas, elle a précipité cette guerre-là, elle a bien servi à Israël, donc oui, dans tous les cas, c'est une absurdité. Et en fait, Ici, l'opposition de Sa Majesté, quoi. D'un autre côté, l'OLP qui valide les résultats de la guerre de 49, et puis des terroristes islamistes qui servent de prétexte derrière campagne agressive. C'est des bouffons. Là, C'est c'est que... des C'est vraiment bouffons. du terrorisme parce que c'est comme en Algérie en fait. C'est la C'est-à-dire, guérilla. tu Après, peux tuer quelqu'un avec une balle de revolver et puis tu peux le faire souffrir. Et c'est la différence. Un ouais. terroriste, je ne mets pas dans le même sac un terroriste qui bute quelqu'un simplement avec quelqu'un qui torture. Et Oui. la technique, c'est d'amener la terreur, comme il s'est été en Algérie.
les gens éventrés, les gens ont un intestin qui est tiré sur 15 mètres, là, accroché au piquet. C'est ça. Ouais, enfin, c'est pas nouveau. différence, Ça, je veux dire, dans toute. Bah, regarde la Révolution en 89, civilisation comment ça s'est passé. européenne, quand même faire ça. Bah, t'as en 89 et en Ah, mais 17 non, mais je en remonte pas Russie. si haut, moi. Je remonte pas si haut. En Russie en 17 Ah, mais. avec les corps Mais qui je- s'agglutinaient sur les arbres là dans les Oui, mais témoignages le quand même, fait tu de vois. faire La famille de souffrir, c'est Nicolas II, spécial. comment ils ont été. Ah ben attends, les révolutionnaires avec les Vendéens, c'est-à-dire les Ouais, Vendéens on les ont écrase été les enfants toujours sous les sabots des chevaux. Et tout. Non, mais je pense quand Ah, même. que c'était. il y a- Non, mais. enfin, ce qui se passe, Ah, c'est- moi je vais vous raconter. Et puis la une expérience. résistance Je vais aussi, vous dire- l'épuration, faut voir ce J'ai que bossé en c'était. Égypte. Je sais pas si je. Ouais, enfin, j'ai bossé en Égypte et je montais des machines dans des usines à une époque. Enfin, c'est vieux, hein, je vais avoir j'étais de votre âge, même plus jeune. Et puis je suis allé dans une usine où j'ai vu des mains ensanglantées. Un peu partout, au Caire. Puis après, j'allais dans un garage, mettons une bagnole, je voyais des mains ensanglantées. Et je me demandais pourquoi. Et puis, un jour, quand j'ai eu fini mon boulot de monter des machines, le boss de l'usine, c'était à Choubra, dans les quartiers les plus pauvres du Caire. Effectivement, ils sont très très pauvres. Et le boss m'a dit, moi j'y comprenais rien, parce que je causais pas arabe, puis je causais pas anglais. Alors, c'était tout avec les mains. Et il m'a fait voir qu'il avait amené une vache. La vache, il l'a accrochée au portail de l'usine. Puis là, tu as un imam qui est venu. Enfin, j'ai supposé que c'était un imam. Il a zaillé la vache à l'arabe. C'est-à-dire, ils l'ont laissée, elle est morte en 25 minutes, à peu de temps. Et puis là, il y a eu tout le quartier qui est venu. Ils ont tous mis les mains dans les flaques de sang. Ils se sont précipités dans l'usine et ils ont fait des pêcheurs sur les mains. Et avec un seau, ils le versent sur les bécanes pour porter le bon augure. Donc tu as les petits-enfants comme elle, ils voient ça. Non, mais oui, mais c'est sûr la que. culture du poignard, du couteau, Certains l'égorgement des mains dans le sang, c'est une coutume. Chez toi, tu fais pas ça. T'as ouvert ton rideau, Oui, on est d'accord. Bah, c'est vrai, mais bon. Non, Oui, c'est vrai, mais, oui, c'est moi, il y a plein Donc, de... moi, ce que je pense, non, mais sur c'est les que, les que cultures sont très différentes. Bah, il y a des sauts les civilisationnels, ouais. populations c'est sûr, hein. sont manipulées C'est compliqué autant à d'un juger. côté que de l'autre, et même nous-mêmes, on est manipulés d'une façon phénoménale, quoi. C'est ce qui me fait le plus peur, quoi, en fait. Parce qu'on peut bien parler des Israéliens qui habitent, ou des Palestiniens qui habitent, ou même nous ici, Ouais. on est manipulés d'une force phénoménale, quoi. Pas ici, pas trop On ici. arrive à rien savoir, et Faut venir ici. et on nous déguise une certaine vérité pour être soit pour ou contre. Et ça me démonte, quoi. Mhm. Des problèmes entre la Palestine et Israël, entre guillemets, ça existe depuis 3000 ans, 4000 ans. Tout le temps, ça a été ça. On en a fait un peuple errant. Ça a Ah bah, été- c'est eux qui en ont fait un peu plus si vous avez C'est vu. vrai. C'est eux Ouais, qui non, ont mais fait voilà, ça, mais c'est eux. Mais je veux dire, c'est, ils se sont rendus forts à cause de ça, quoi. Ouais. Je veux dire, Oui, c'est parce vrai. qu'ils sont Bah, errants, par ils ressentiment, ils par. sont de Oui. partout. En Ils plus, à sont une de époque partout où. et oui. c'est eux qui ont créé le meilleur réseau qui existe Mhm. depuis 3000 ans, hein, depuis qu'ils existent. Eh ben, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. À la limite, on ne peut même pas les croire, quoi. Pour Ils sont forts de notre faiblesse. Pour en moi, fait. ils sont tellement forts Ouais. qu'ils arrivent à... parce que c'est même dans leur gène d'être comme ça. Depuis 3000 ans, ils se tapent sur la gueule et tout. Ils veulent toujours être les meilleurs et on en a fait un peuple errant. Et de là, ils sont devenus encore plus forts. En fait, ouais. Ils sont partout. Le Oui. Hamas, lui, il a construit des souterrains dans le monde entier. C'est ça, je veux dire. Non, mais c'est ça, je veux dire. Non, mais c'est la folie, quoi. Bon, bah, C'est la folie. il y a la complicité des élites occidentales, de tout le monde. Enfin,